Bonjour à tous et bienvenue. Une bonne rivalité peut être une source de motivation incroyable. On l'a vu avec des sportifs comme Federer et Nadal qui se sont poussés mutuellement à devenir des légendes. Eh bien, dans les années 90, c'est exactement ce qui s'est passé dans le monde du jeu vidéo de combat, avec deux entreprises japonaises, Capcom et SNK, qui se sont livrées une véritable bataille créative pour nous proposer le meilleur en termes de gameplay et de design. Et au cœur de cette rivalité légendaire, on retrouve deux personnages féminins emblématiques, Chun-Li et Mai Shiranui. Après Mamoru Hunter Yoko, je continue dans ma présentation des héroïnes sexy de notre enfance. Pour les histoires de création de Chun-Li et de Mai Shiranui, j'ai été piocher les infos dans les magazines spécialisés Gamest et Arcadia, qui étaient considérés comme les bibles du jeu d'arcade de l'époque. En collectant les informations, je me suis rendu compte que rattacher uniquement Mai Shiranui à Fatal Fury serait trop réducteur et je ne peux pas parler de ce personnage sans mentionner The King of Fighters. C'est pourquoi j'ai décidé de vous préparer une suite avec un dossier qui va explorer en profondeur les équipes créatives de SNK. Pour ne rien manquer, abonnez-vous et activez la cloche. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo, c'est toujours gratuit. Très peu de gens le savent, mais le nom Capcom est un mot valise qui vient de Capsule Computers, une entreprise filiale de IRM Corporation. Suite à un changement de stratégie commerciale, le nom Capcom fait sa première apparition, tandis que IRM devient Sambi. Plus tard, en 89, les deux compagnies fusionnent et c'est là qu'une petite bataille interne a eu lieu pour choisir le nom final. On est passé à ça de voir la compagnie s'appeler Capbi ou Samcom. Heureusement, c'est le nom Capcom qui a été retenu, et c'est tant mieux, parce que c'est beaucoup plus facile à prononcer. Les origines de SNK sont un peu plus directes. Le nom complet de l'entreprise est Shin Nihon Kikaku, et il a été fondé par un ancien boxeur. Ce n'est pas une blague, le PDG de SNK est vraiment un ancien boxeur qui s'est reconverti dans l'électronique de divertissement, et cela explique pas mal de choses. Notamment le pourquoi du catalogue de SNK qui était très orienté jeu de combat. Je passe volontairement l'histoire des débuts de ces deux éditeurs pour arriver directement au point qui nous intéresse, l'arrivée des jeux qui vont donner naissance à nos deux icônes, Chun-Li et Mai Shiranui. Si Capcom s'était déjà échauffé avec le premier Street Fighter, c'est bien Street Fighter 2 qui propulsera l'éditeur sur le devant de la scène internationale. Son impact sur le monde de l'arcade au début des années 90 a été colossal, mais aussi un véritable phénomène social, avec des joueurs allant de l'écolier au salaryman qui se rassemblent pour participer à des tournois partout au Japon. Sans entrer dans les détails, on peut dire que Street Fighter 2 a défini les codes et les mécanismes du jeu de combat moderne, inspirant plus tard des titres comme Mortal Kombat. Étonnamment, le succès de Capcom a provoqué un déclic créatif chez SNK. Après la sortie de Street Fighter 2, SNK a enchaîné les créations pour développer sa propre identité artistique, au lieu de simplement copier. Et cette stratégie a payé. Après un premier Fatal Fury qui a posé les bases, c'est Fatal Fury 2 qui a propulsé à son tour SNK sur le devant de la scène. Avant l'arrivée de Chun-Li, il y avait très peu de personnages féminins jouables dans les jeux de combat. Aujourd'hui, ça peut sembler facile de créer une combattante badass et sexy, dont le design semble tout droit sorti d'une IA. Mais à l'époque, l'équipe artistique de Capcom a fait un vrai travail de recherche pour trouver le design parfait et le gameplay qui allait avec. Finalement, l'inspiration principale de Chun-Li va venir d'une antagoniste de la franchise Strider du nom de Tongpu. Son costume, un kippa au vert, va devenir bleu, et au lieu d'un pantalon, ils vont opter pour une robe fendue pour mieux mettre en valeur cette unique de jambes. De son côté, SNK se préparait à lancer Fatal Fury 2, un jeu qui devait améliorer les bases du premier opus. L'équipe travaillait également sur un personnage féminin avec deux options sur la table. La première idée était une combattante flashy et extravertie, une sorte d'idole. C'est l'ancêtre du personnage de Athena Asamiya. La deuxième option était une jeune judoka dynamique, inspirée du succès du manga Yavara. Mais au final, aucune de ces deux idées n'a été retenue, et l'équipe est partie sur une troisième option. Transformer le personnage du maître ninja en une kunoichi extravertie. Pourquoi ce choix? Eh bien pour des raisons coquines. Le staff de SNK était fan de deux actrices de charme de l'époque,
et ont décidé de combiner le meilleur de chacune d'elles, la poitrine opulente de Fumi Hosokawa et les fesses de Ei Ijima. Pour la petite anecdote spéciale, bien avant Dead or Alive, c'est Mei Shiranui qui a lancé et popularisé le concept des breast physics dans les jeux de combat. Si vous ne savez pas ce que c'est, voici une petite explication visuelle. Rien qu'en regardant le design de ces deux héroïnes, on comprend déjà beaucoup du style de Capcom et du style de celui de SNK. Avec Chun-Li, on voit que Capcom cherche le réalisme avec un style et un art martial classique. Le gameplay de Street Fighter 2 est très technique et demande de réfléchir sur la stratégie. A l'inverse, avec Mei, on découvre que SNK privilégie un style beaucoup plus fantaisiste et stylisé. Le gameplay est plus nerveux, basé sur la vitesse, les réflexes et la prise de risque, comme attendre que sa barre de vie arrive au rouge pour pouvoir lancer une furie dévastatrice. Ces deux héroïnes sont l'incarnation parfaite de deux philosophies opposées. D'un côté, la puissance continue de Capcom et de l'autre, l'exubérance assumée de SNK. Et cette rivalité va même s'exporter au cinéma. La même année et le même mois, Capcom et SNK sortent chacun un film d'animation inspiré de la franchise. D'un côté, nous avons Street Fighter 2, The Animated Movie, et de l'autre, Fatal Fury, The Motion Picture. Un point important à souligner, ni Capcom ni SNK n'ont délégué ce travail à des studios tierces. Ils ont participé de A à Z à la production, de l'écriture au design en passant par les décors et bien sûr la supervision des scènes de combat. L'objectif était d'être le plus fidèle possible à la direction artistique de leur jeu. À la place de vous raconter leur synopsis, je vais plutôt comparer leur style. Le but n'est pas de dire lequel est le meilleur, mais de souligner les différences de vision qui se reflètent dans ces deux films. Pour ceux qui ne les connaissent pas ou ne s'en souviennent pas, je vais mettre des extraits vidéo. Comme d'habitude, si vous ne voulez pas être spoilé, allez à la conclusion directement. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti! On commence fort avec une question que je me suis toujours posée. Qui a copié qui pour la scène de la douche? C'est quand même un hasard incroyable. Les deux films ont une scène similaire avec la même ambiance. Deux options sont possibles. 1. Soit pendant l'écriture des scénarios, quelqu'un a eu une fuite et a averti l'autre studio. 2. Soit ils ont eu la même idée au même moment. Pour des raisons pédagogiques, je vous les mets. Même si beaucoup l'oublient, Street Fighter 2 possède bien un scénario pour chaque personnage. Capcom va en garder les grandes lignes avec notamment le combat contre l'organisation criminelle Shadaloo, dirigée par le dictateur M. Bison/Vega selon les versions. Petite parenthèse, une erreur de traduction amusante qui a finalement été gardée. À mon avis, le nom Shadaloo vient de l'anglais Shadow Law, qu'on pourrait traduire par loi de l'ombre, et ça collerait parfaitement avec une organisation criminelle. Mais à l'époque, la traduction a été faite de manière phonétique et le nom a dû rester. Et puisqu'on parle de noms, il faut savoir que pour des raisons de droit d'auteur, les noms des trois boss ont été redistribués. Dans la version japonaise, nous avons M. Bison, Balrog et Vega, qui est le boss final. Mais dans la version occidentale, c'est devenu Balrog, Vega et M. Bison, qui est le boss final. Du côté de SNK, le scénario est totalement original et il s'inscrit directement dans l'esprit de la franchise, avec un mélange de combat et de surnaturel. L'antagoniste cherche à réunir les pièces d'une armure pour devenir un dieu. Le film devient alors une vraie chasse au trésor à travers le globe, avec d'un côté les méchants qui veulent récupérer les artefacts et de l'autre côté les héros qui tentent de les en empêcher. Bien que les studios Capcom et SNK possèdent des artistes très talentueux, ils n'ont pas le savoir-faire pour l'animation. Chaque éditeur va donc engager un character designer de métier pour transposer leurs personnages à l'écran. Et là encore, ça va être très révélateur de leur différence de style. Capcom confie ce travail à Shuko Murase et son style semi-réaliste qui colle parfaitement à la philosophie de Street Fighter. Même si les personnages ont des super pouvoirs, ils n'en abusent pas et les combats se veulent crédibles. Du côté de SNK, nous sommes sur une toute autre vision. Fidèle à sa philosophie fantaisiste et extravagante, le choix se porte sur Masami Obari,
connu pour son style très manga, mais aussi ses personnages féminins très sexy. Pourquoi un tel choix? Eh bien parce que c'est aussi un artiste hentai qui a participé à l'adaptation de plusieurs jeux vidéo olé olé en animé. Du coup, c'est lui qui va pouvoir transposer et animer le mieux Mei Shiranui et ses gros atouts. À l'image des stages de leur jeu, les deux films nous font beaucoup voyager, et tant pis si les personnages donnent l'impression de se téléporter d'un endroit à l'autre parce que les décors sont vraiment magnifiques, surtout dans Street Fighter. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que les scènes de combat reflètent parfaitement la différence de style entre les deux franchises. Dans Street Fighter, les combats se déroulent souvent à l'abri des regards, entre pratiquants d'arts martiaux, alors que dans Fatal Fury, la plupart des combats se passent dans des lieux publics, sous les yeux de tous, exactement comme dans leur jeu d'origine. Pour la réalisation, Capcom a confié ce travail à plusieurs groupes de personnes. Pour faire simple, il n'y avait pas qu'un seul chef d'orchestre, mais plusieurs, chacun avec son propre groupe de travail. Pour le dessin, par exemple, malgré certaines exagérations comme des muscles très développés, le style visuel reste cohérent et est fidèle à son jeu d'origine. Chez SNK, la méthode est très différente. Ici, il n'y a qu'un seul chef d'orchestre, en la personne de Masami Obari, qui supervise plusieurs groupes de travail. Si cette méthode peut fonctionner pour l'organigramme d'un jeu vidéo, elle est beaucoup plus délicate pour un film d'animation, et cela va se voir. Le premier combat de Terry est horriblement mal dessiné, même si l'animation reste bonne. Quand on voit ça, on se demande comment la direction de SNK a pu laisser passer un tel défaut. Heureusement, tout sera corrigé pour le reste du film. Concernant la bande-son, c'est là que le contraste est le plus fort. Pour Street Fighter, si la version japonaise est impeccable, Capcom USA va faire un énorme faux pas. Nous sommes en 1994 et l'équipe américaine estime que le public ne va pas aimer la bande-son japonaise et va donc décider d'occidentaliser cette partie du film. Je vous laisse écouter le résultat. Oui, vous avez bien entendu. Ils ont remplacé les thèmes originaux, très mélodieux, par du métal. Et c'est comme ça tout le long du film. Du côté de Fatal Fury, les musiques ont bénéficié d'un excellent travail et il n'y a rien à dire de plus. Même après toutes ces années, les deux bandes-sons font toujours partie de ma playlist personnelle. Pour conclure, il est incroyable de se dire que ces deux films sont sortis en 1994. Même après près de 30 ans, ils restent impressionnants. Street Fighter 2 se démarque avec une animation qui n'a pas vieilli du tout et on sent la supervision méticuleuse de Capcom. De son côté, Fatal Fury ressemble plus à un OAV de luxe, mais il déborde d'une énergie et d'un style qui lui sont propres. Encore une fois, il est le parfait reflet de la vision exubérante de SNK. Au-delà de leur rivalité, ces deux œuvres sont la preuve que la nostalgie fonctionne. Les deux films sont toujours aussi divertissants et réussis, chacun à sa manière. Que vous soyez un passionné des jeux de combat ou un non-initié, vous allez passer un excellent moment. Enfin, je voudrais finir sur nos deux héroïnes. D'un côté, Chun-Li, la First Lady des jeux de combat, et de l'autre, Mei Shiranui, la reine des jeux de combat. Elle représente le rêve et le fantasme de plusieurs générations qui sont aujourd'hui devenues adultes. Elles nous ont fait rêver et je suis sûr vont continuer de faire rêver les générations futures. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Pour Street Fighter, saviez-vous qu'il existait une version avec des musiques métal? Parmi vous, qui préfère cette version à la version japonaise? N'hésitez pas à partager votre avis et expérience dans les commentaires. Comme annoncé, la prochaine vidéo sera consacrée aux artistes qui ont contribué à créer les héroïnes de SNK et j'en profiterai pour vous présenter un mini OAV officiel que très peu de personnes connaissent. D'ici là, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous, très important. ごめんなさい。ちょっと目を離した隙にいなくなっちゃって。